Ayrı tüsün insanlar ölümde okup vereyim. Tındap koş. Köprüye bana жатыр сәтсіз адым, мен неге ережені көп бұзамын? Талқысып талаураған жүрегімді таң ата, әлемге жатқызамын. Мен неге сенбейтінге көп сенемін? Өмірде не болды екен көксегенім? Сенсізге мен неге сырымды ашып, ұқтырам деп әуре болып? Өкшеледім, есімде адамдарды бөлмедім мен. Адалдық жолдас еді жүргенімнен. Мен өлсем де адалдық сен өлмеші. Ешпен өзгермес, мен өлгеннен. Voilà, j'arrête là. Et je me remets sur mon... je pense que c'est bon. Alors, donc, voilà, d'ailleurs, vous voyez bien que là où un autre réalisateur aurait pu baisser un peu le son, par exemple, de la radio, qui est extrêmement gênant, enfin de la télévision, au contraire, en fait, Daréjean maintient un niveau suffisamment fort pour que ça reste extrêmement déplaisant. Et d'ailleurs, il semble presque que cette dissonance est si puissante qu'elle avale littéralement les personnages dans un hors-champ ou une ellipse que le spectateur a ratée. Lorsque la caméra s'écarte du poste de télévision, nous découvrons la salle de la petite cafétéria vide. Seule la serveuse y débarrasse les dernières traces d'une présence. La langue devient, chez Daréjean Mirbaïev, un procédé cinématographique à part entière. Un exemple passionnant à analyser de ce point de vue est Sugar, donc un film de 2007. Ce film est, comme vous le savez, une adaptation cinématographique d'Anna Karénine de Léon Tolstoï. Mirbaïev, dont Jean-Luc Godard avait jadis dit qu'il était le Bresson kazakh, propose dans cette œuvre une réinterprétation sèche et juste des principaux enjeux du célèbre roman, parangon de la culture russe, en l'adaptant parfaitement à la culture et à la situation contemporaine du Kazakhstan. Les deux capitales russes, Moscou et Saint-Pétersbourg, qui jouent un rôle important dans le roman, sont ainsi remplacées dans le film par Almaty, l'ancienne capitale, toujours centre culturel du pays, et Astana, la nouvelle capitale froide et carriériste. Lors de l'une des premières séquences du film, Mirbaïev montre une rencontre entre la jeune et innocente Kitty, d'après Tolstoï, et les deux rivaux pour son cœur, donc Lévin et Vronsky. Rappelons la manière dont les avait décrits Tolstoï. De Lévin, il écrit qu'il ressemblait plus à un paysan qu'à un philosophe, je cite, et que, tandis que ses camarades étaient les uns colonels et aides de camp, d'autres professeurs distingués, directeurs de banque et de chemin de fer, ou présidents de tribunal, que faisait-il, lui, à 32 ans ? Il s'occupait de ses terres, élevait des bestiaux, construisait des bâtiments de ferme et chassait la bécasse. C'est-à-dire qu'il avait pris le chemin de ceux qui, aux yeux du monde, n'ont pas su en trouver un autre. Il ne se faisait aucune illusion sur la façon dont on pouvait le juger et croyait passer pour un pauvre garçon sans grande capacité. Fin de la citation. Et quant à Vronsky, je cite de nouveau, il était riche, intelligent, d'une grande famille, une carrière brillante à la cour ou à l'armée s'ouvrait à lui, et en outre, il était charmant. Fin de la citation. Alors, dans le film, la rencontre entre les deux personnages permet de les cerner immédiatement. Lévin a apporté un bouquet modeste, Vronsky bien moins modeste, comme on le voit sur cette image, de façon très évidente. Donc, Vronsky est devenu chez Mirbaïev un homme d'affaires à succès, qui lance à l'étudiant opérateur Lévin. Moi aussi, je me suis intéressée à la photo quand j'étais jeune, mais maintenant, j'ai plus le temps. Enfin, Lévin Tolegen s'adresse à Kitty en kazakh, et c'est ce qui m'intéresse beaucoup, ce qui révèle immédiatement sa proximité avec le monde de la campagne, alors que Vronsky, à Blaye, ne parle que russe. Le choix de la langue devient ici un véritable procédé formel et sémantique du film. Voilà quelque chose qui se retrouve avec une forme de violence sociale dans beaucoup de films de Mirbaïev. Dans L'étudiant, seuls les subalternes, les gardiens ou des gens pauvres parlent kazakh, alors que le russe semble beaucoup plus répandu. Enfin, je propose qu'on revienne à Cardiogramma quelques instants. Dans ce film, de façon très cinématographique, l'importance de la langue et par son truchement de la culture kazakh est soulignée par le silence du garçon tout au long du film, son refus de parler. Ce silence vient de sa méconnaissance du russe. Il ne parle en effet au sanatorium qu'avec un copain kazakhophone. Mais la situation est en fait plus complexe qu'il n'y paraît. Petit à petit, nous devinons que le héros comprend le russe bien mieux qu'il ne veut bien l'admettre.
Son mutisme, son refus de parler est une façon bien à lui de défendre sa place dans cet univers non familier. Comme on l'a déjà dit ce matin, le garçon donc est amoureux d'une infirmière et nous découvrons que son mutisme devient une vraie arme contre son rival, le médecin en chef qui courtise l'infirmière. Dans une séquence, le petit garçon vient à l'infirmerie pour un pansement. Il trouve le médecin en chef, faisant la cour à l'infirmière. Ce dernier lui dit de partir une fois que le pansement a été changé, mais le garçon ne bouge pas. Alors l'infirmière prend sa défense. Il ne comprend pas le russe. Et c'est le médecin en chef qui finit par partir, face au visage buté du garçon, dont le montage accentue la résistance silencieuse. Puis, 50 minutes après le début du film, alors qu'il veut se retrouver seul dans la salle de bain commune pour épier l'infirmière sous la douche, c'est encore une séquence qu'on a évoquée ce matin, le garçon parle soudain en russe pour faire sortir un autre garçon qui, lui, n'est que russophone. Alors ce moment, à 50e minute de film, renverse complètement notre hypothèse du début. C'est pas qu'il ne parle pas, c'est qu'il comprend, et peut même le parler, en tout cas marginalement, c'est qu'il ne le veut pas. Son silence devient alors un vrai acte de résistance. Alors, juste, j'en profite aussi pour dire quelque chose que Tarejan m'a confié hier, en fait, quand on parlait de cette intervention. Lui, jusqu'à ses 17 ans, comprenait le russe, mais ne parlait que le kazakh. Donc on voit bien qu'effectivement, là, dans ce petit garçon, on retrouve quelque chose vraiment d'une expérience personnelle, intime du réalisateur. Alors cette manière de résister à la langue de l'autre, envahisseur, dominateur, à travers l'épaisseur d'un silence, se confirme dans le dernier film en date du cinéaste, Aklin. Le cinéaste se met en scène dans un bureau d'un modeste journal et lance une discussion parmi ses membres sur la disparition progressive des langues et l'inquiétude face à la globalisation linguistique mondiale. Et il y a une autre anecdote que je trouve extrêmement intéressante, c'est que justement pour ce dernier film, Poète, que vous verrez tout à l'heure, Tarejan m'a confié également qu'il avait très longtemps hésité entre deux acteurs pour jouer le rôle principal du poète, qui est donc un poète kazakophone. Et, alors non, c'est pas ça que je voulais vous montrer, c'est pas grave, cette image elle est plus loin, je vous la montrerai plus tard. Il avait au départ choisi un acteur, mais il me dit qu'il a fini par renoncer à cet acteur parce que dans ses yeux, on voyait qu'il parlait russe, qu'il était russophone, alors que celui qu'il a finalement choisi, dans ses yeux, on voyait qu'il était kazakophone. Voilà, donc je ne sais pas si vous, dans les yeux, tout à l'heure, dans le film, vous verrez ça, mais en tout cas, il me semble extrêmement intéressant pour nous, en analysant l'œuvre, de voir que c'est quelque chose que le cinéaste lui perçoit parfaitement et qui joue même dans ses choix de casting. Alors, ma partie suivante, je l'ai appelée « Parler, créer comme chez Tarkovsky ». Donc il y a un grand cinéaste, on a déjà cité des influences de Tarkovsky, je crois qu'on l'a cité ce matin, Tarejan Omirbaev a plus d'une fois professé son amour pour ce cinéaste, c'est Andrei Tarkovsky. D'ailleurs dans le court-métrage Dernière séance, on en parlait tout à l'heure, dans ce court-métrage, le héros vient voir un film et il n'y a pratiquement personne dans la salle, mais il lui regarde avidement un écran hors champ et on ne sait pas ce qu'il lui regarde, mais on entend une citation musicale de la fin de Stalker de Tarkovsky, donc on comprend que c'est bien du Tarkovsky qu'il regarde. Donc pourquoi est-ce que je reviens ici à Tarkovsky? Parce que chez Tarkovsky, la parole et la création sont inextricablement liées. Nous pouvons le vérifier à travers deux exemples en particulier. Le premier, c'est le miroir. Vous vous souvenez que dans Le Miroir, grand film autobiographique, le film s'ouvre sur un jeune garçon bègue qui, suite à une séance d'hypnose, parvient à se débarrasser de son bégaiement. Et c'est immédiatement après sa phrase « Je peux parler », il arrive à prononcer ça sans bégayer, que le titre du film apparaît. De même, dans Roublev, dans Andrei Roublev, donc film de 1966, la parole n'est donnée qu'à celui qui crée. Roublev fait vœu de silence en même temps qu'il cesse de créer, et ne la reprend que lorsqu'il décide de recommencer à peindre. Et Boriska, qui est un personnage qui m'intéresse ici particulièrement, ce jeune fondeur de cloches, lui, bégaye. Bégaye car il n'est pas sûr de sa capacité à aller au bout de l'œuvre de sa vie, ou plutôt celle pour laquelle il joue sa vie, puisque la cloche qu'il tente de fabriquer, si elle ne sonne pas, voudra dire qu'il va être mis à mort. Alors, il y a tout de même une nuance, et qui est de taille selon moi, c'est que justement le silence chez Tarejan Omirbaev, tel que je l'interprète, est une arme puissante également. Donc elle n'est pas du tout comme chez Tarkovsky, quelque chose qui relève de l'incapacité à parler. Mais en revanche, cette importance de la parole, de la prise de parole, de l'hésitation pour la prise de la parole, c'est quelque chose qu'on retrouve systématiquement dans son œuvre. Et donc, impossible de ne pas penser à ces occurrences de bégaiement dans les films de Tarkovsky,
lorsque dans le dernier film en date de Darejan, poète, nous rencontrons cette jeune femme bègue qui explique, en affrontant péniblement les mots, son amour pour l'œuvre poétique de Didar, le personnage principal du film. Alors que Didar, le poète, était venu lire ses poèmes dans une salle de province, c'est elle qui se propose de lui réciter un de ses poèmes préférés. Son bégaiement cesse soudain, et sa voix se rapproche de notre oreille, enregistrée en gros plans sonores, abolissant la distance entre deux êtres et deux manières de percevoir le monde. Et d'une certaine manière, en abolissant aussi la distance entre nous, spectateurs, et les personnages du film. J'ai hésité un peu, mais je ne passerai pas l'extrait parce que vous verrez le film tout à l'heure, hein, ça sera bien mieux. Darijan Omirbayev semble d'ailleurs reprendre quelque peu à son compte les questionnements brûlants de Tarkovsky, d'Andrei Roublev. À quoi sert l'art dans un monde en déroute? Alors chez Tarkovsky, il s'agissait d'un monde cruel, violent, sale, dans lequel on pouvait se demander quelle était la place pour la beauté. Pour Omirbayev, ce qui guette, c'est plutôt la domination des formes vides, du glacis publicitaire, de l'indifférence, de l'évitement, comme le montre avec tant de justesse poétique ce moment du film Poète aussi, où le héros, Didar, après avoir cédé fort modestement au démon du consumérisme, il a été s'acheter de nouvelles chaussures, il rentre chez lui complètement dévasté. Et il prend un bain et regarde l'eau descendre doucement mais inéluctablement dans la baignoire qui se vide, le laissant à nu dans tous les sens du terme. Ainsi, Didar se pose la question de l'utilité de son travail de poète. Après avoir croisé un ancien camarade de faculté qui est devenu restaurateur et qui détient un café nommé Poésie, il se demande s'il vaut mieux être restaurateur ou un poète inutile. D'ailleurs, au début de Poète, nous est rappelé, d'une certaine manière, le personnage de Serik Tomanov, celui que vous venez de voir, le fameux poète déchu de l'étudiant qui finit mort d'alcoolisme, abandonné de tous dans la rue, dans l'étudiant, puisque les hommes rassemblés dans le bureau du journal Le Travail d'Idar parlent d'un certain poète Adil Khan qui se serait donné la mort, car, je cite le film, les gens ont arrêté de lire. Et dans la discussion, on évoque que tout le monde s'était détourné de lui en considérant qu'il s'était noyé dans l'alcool, alors que la véritable raison de sa mort serait l'amertume face à l'oubli et au sentiment de sa propre inutilité. Alors, pourtant, il n'est pas anodin que le film L'étudiant se termine par la publication du poète déchu. Si lui est mort ivre dans la rue, sa poésie lui survit, et elle finit dans un livre. Le film s'attarde d'ailleurs sur le processus